Bonjour, partie méthodologie. Donc, c'est cette partie-là que je vous présente qui vous aidera à préparer, à réfléchir comment vous aimeriez bien opérationnaliser vos deux hypothèses. Donc, la première séance, on a fait une séance de brainstorming. Vous avez tous trouvé votre sujet, le domaine qui vous intéresse. Il y en a qui travaillent sur le phénomène de MeToo, il y en a qui travaillent sur le comportement de consommateurs, il y en a qui travaillent sur plein, il y a plein de sujets qui sont très intéressants, je me souviens. Et le deuxième séance, on a réfléchi quelles pourront être les hypothèses. Donc le phénomène, ensuite nos hypothèses. C'est quoi notre VI, c'est quoi notre VT, c'est quoi le modérateur. Donc on a tous formulé deux hypothèses. Une hypothèse qui porte sur l'effet simple, donc l'impact VI sur VT. Une deuxième hypothèse qui porte sur l'effet de modération, donc l'influence de VI sur VT sera plus ou moins forte, et selon les différents groupes ou les différentes conditions. C'est votre modérateur. Troisième séance, on a réfléchi comment justifier à ces deux hypothèses. Donc, ce sera en appuyant sur une revue de littérature, soit par une théorie, soit par des études similaires existantes antérieures. Donc, comment justifier vos hypothèses. Donc là, il faut faire une revue de littérature. Ce sera dans le document base de données. Vous pouvez regarder soit dans le base de données de Google Scholar, soit sur Nanterre. Surtout sur celui-là. Voilà, le catalogue de Nanterre. Vous allez entrer ce qui vous intéresse, et l'avantage de celui-là, c'est tous les textes intégral disponible. Donc, vous pouvez télécharger la version en PDF pour lire en profondeur. Plus vous citez, mieux c'est. Donc, il n'y a pas de nombre minimum. Moi, je dirais 3 articles minimum. Minimum, c'est dans votre partie bibliographie. Il y a 3 articles. C'est bien. C'est le minimum. Mais plus il y en a, mieux c'est. Donc, c'est pareil pour votre page du dossier. C'est entre 5 à 7 pages, mais c'est pas obligatoire. Si vous déportez un peu, c'est ok, mais déporte pas trop non plus. C'est quand même pas un mémoire, c'est quand même pas une thèse. Donc si vous écrivez 9 pages, 10 pages, c'est acceptable. Mais soit pas plus que ça, ok. Donc 7-8 pages, c'est parfait. Alright. Donc, cette partie méthodologique, c'est la partie on réfléchit comment on aimerait bien tester empiriquement, c'est-à-dire avec une collecte de données, avec des participants, des êtres humains réels, et avec les singes, pour tester vos hypothèses. Donc, encore une fois, c'est un dossier qui porte sur une proposition d'étude. Vous écrivez comme si vous allez le faire, mais vous n'allez pas le faire. Okay? Mais c'est une proposition, sachant que toutes les recherches commencent par une proposition d'étude. On doit toujours écrire une proposition d'étude où on présente notre plan, la problématique, l'importance, comment on aimerait bien faire, quels sont les risques, et si la proposition d'étude est acceptée par le laboratoire, par une institution de recherche, et ensuite on va le financer pour le réaliser concrètement. Mais toute l'étude, enfin tout, c'est quoi le proverbe? On dit le bâtiment est construit toujours 2 fois, une fois en forêt et une fois dans la tête, dans l'esprit. Donc on ne peut pas construire le bâtiment, on ne peut pas réaliser l'expérience sans l'avoir conçu dans un premier temps sur papier, sur un blueprint, sur un schéma. Donc là, vous faites un travail de designer, d'architecte. Vous allez concevoir cette étude que vous aimeriez bien le réaliser un jour. Donc, quelques questions on doit se poser. Okay? Donc, cette partie qui sont en bleu, c'est la partie plutôt générale. Quelques questions qu'on se pose afin de opérationnaliser, tester nos hypothèses. Vous avez tous 3 variables, n'est-ce pas tous? D'une VI, d'une VT, d'un modérateur. Vous aimeriez bien que ça soit qualitatif ou quantitatif, c'est votre choix.
Vous aimeriez bien les mesurer de façon invoquée ou provoquée. C'est votre choix. Qu'est-ce qu'on entend par invoquer? Tout simplement, on pose des questions. Qu'est-ce qu'on entend par provoquer? Tout simplement, on fait passer des expérimentations. Donc, une variable provoquée s'appelle aussi une variable manipulée. Donc, on cherche à manipuler les gens. Il y en a certaines variables qui sont forcément des variables invoquées, comme la nationalité. On ne va pas provoquer votre nationalité. Euh, Ce sont des caractéristiques inhérentes au sujet. Euh, comme le sexe, on ne va pas provoquer votre sexe. Si vous êtes une femme, vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme. Je ne vais pas faire que pour l'objectif de cette expérience, j'aimerais bien vous changer votre sexe pour revenir. Non, c'est pas possible. Certaines variables qui sont forcément invoquées et certains qui pourront être à la fois invoqués ou provoqués. Par exemple, émotion positive. Donc, soit je peux passer un questionnaire, je vous pose tout simplement des questions. Alors, comment vous vous sentez actuellement sur une échelle l'équerre à 5 points, en étant très triste, 5 étant très très joyeux, par exemple. Ou soit je pourrais le provoquer en vous faisant regarder une vidéo très joyeuse. Et là, je vais introduire des émotions positives ou je pourrais vous présenter certaines images positives. Il y a plein de manières d'introduire les émotions positives, n'est-ce pas? Je peux vous faire des compliments, etc., etc. Et donc, soit je pourrais invoquer votre émotion tout simplement en posant des questions, comment vous vous sentez, soit actuellement, soit durant les 3 semaines précédentes, comment vous vous sentez en général, en moyenne, soit je peux le provoquer. Donc, par des vidéos que je vous fais regarder, par des images, par des tâches que j'aimerais bien vous réaliser. Par exemple, je vous demande de vous mémoriser, de vous rappeler une mémoire très, très, très agréable dans le passé. La meilleure mémoire. Allez, maintenant fermez vos yeux et imaginez la meilleure mémoire qui est dans votre vie. Voilà, c'était en vacances, sur la plage, etc. Donc, il y a plein de manières à provoquer. Et, et quand on l'invoque par question, il faut réfléchir à quelle question. Il y a 2 manières. Soit on peut réfléchir à des questions, quelques questions pertinentes nous-mêmes. Comment vous vous sentez actuellement? C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Réfléchir à quelques questions. Ou soit on utilise une échelle de mesure existante et validée, c'est encore mieux, mais c'est uniquement applicable pour des concepts scientifiques en psychologie comme estime de soi, comme dépression, comme auto-efficacité. Ce sont des concepts existants. Donc comment je peux savoir si mon concept est existant ou pas? Ben, tout simplement, c'est ce qu'on a invoqué lors du premier cours. Vous allez dans, c'est dans l'intro. Est-ce que vous vous souvenez, je vous ai donné tous des références. Source d'inspiration. Donc là, il y a 3 liens et dedans, c'est justement un petit inventaire de tous les concepts qu'on étudie en sciences de psychologie sociale. En sciences de psychologie sociale. Donc, sur Wikipédia, sur tout ça, tout ça, tout ça. Par exemple, là, je vais cliquer sur celui-là. Et ça, vous allez voir, tous ces concepts, ce sont des concepts scientifiques existants en psychologie sociale, voilà, comme relation sociale, arousal, comparaison, cognitive measure, attention, auto-efficacité, mémoire sociale, complaisance, conformité, Et c'est un concept que vous étudiez, qui ne se trouve pas dans cette liste-là. Par exemple, le nombre de likes sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Donc ça, c'est pas un concept scientifique. Et tout simplement, vous pouvez réfléchir à quelques questions que vous aimeriez bien poser. C'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Mais pour les concepts assez reconnus comme estime de soi, self-liking, essayez de chercher une échelle de mesure existante. Tout simplement, vous tapez sur Internet échelle de mesure, et dans ce cas-là, ce sera forcément français, mais sachant que beaucoup des échelles existent uniquement en anglais, donc il faut savoir comment dire ça en anglais. Alors, le mot, c'est skill.
Ok, échelle de mesure en anglais, c'est scale. Donc, tout simplement, si vous êtes intéressé sur l'échelle de confiance, par exemple, vous tapez sur Google Scholar. Hop, Scholar. Là, je suis sur Google Scholar. Scale of self-confidence. Hop. Et là, je regarde des échelles qui existent sur self-confidence. Bon, bon, bon. Et par exemple, celui-là, développement et validation d'une échelle sur confiance en soi, n'est-ce pas? C'est parfait, c'est magnifique, c'est génial. Donc, je clique sur PDF et voilà l'article. Donc, j'ai essayé de voir, est-ce qu'il y a des questions qui sont incluses dedans? Certaines, parfois oui, parfois non. Et là, évidemment, non. Ils n'ont pas listé les questions. Là, ils ont dit que c'est les 11 items, donc 11 questions, mais ils n'ont pas attaché les 11 questions. Donc, c'est très dommage. Donc, on revient et on essaie de regarder dans les autres articles. Donc, encore une fois, ça c'est confiance en soi. Et je regarde. Là, vraiment, je regarde ça au chaud avec vous. Là, peut-être, ils ont listé souvent, ils listent les questions parfois à la fin, parfois dedans. Si ça se trouve, ils sont dedans. Ben si, ben non plus. C'est pas des gens très généreux quand même. Alors, celui-là, on regarde. Alors, c'est le dernier article, on regarde, c'est juste pour vous donner un exemple. Et après, on va revenir sur notre cours. Bon, c'est un peu long à chercher. Là, c'est un article assez long. Il y a une bonne chance qu'on trouvera à l'échelle et les questions qui sont dedans. Une bonne chance. Ah là là, c'est un peu long à chercher quand même. Donc voilà, vous comprenez comment on fait. Tout simplement, on regarde dedans s'ils ont listé les questions ou pas. Soit ils les listent dans un tableau. Voilà, là on a des questions, on est très content, n'est-ce pas? Waouh, on est content. Veuillez indiquer votre niveau d'accord avec chacun de ces énoncés suivants sur une échelle de l'équerre entre 5 à 6, 1 n'étant pas du tout d'accord, 6 étant tout à fait d'accord. Et là, c'est une échelle de mesure, waouh, à 20 questions. Première question, quand je pense à moi-même en tant qu'une femme, je me sens très bien. Deuxième, je me sens très confiant dans ma féminité. Donc, c'est une échelle assez spécifique. C'est une échelle de mesure qui porte sur la féminité, apparemment. Je me sens très compétent en tant qu'un membre de mon sexe. Mon image de soi est féminine. Donc, c'est une échelle qui porte sur la féminité. Confiance en soi en tant que femme, en tant que féminité. Très bien. Donc là, vous avez ces 20 questions qui portent sur la confiance en soi de féminité. C'est une échelle de mesure scientifique qui a été développée et validée. Donc ça c'est très bien, tout simplement vous allez le citer ces auteurs-là. Donc vous citez ces auteurs qui sont ces personnes-là. C'est sur la première page. Ding, ça charge. Voilà, vous citez le nom de chaque auteur et l'année. Comme c'est long. Bon, bref, là, vous réussissez à trouver, identifier une échelle de mesure. Si vous trouvez plusieurs, choisissez tout simplement celle qui vous semble le plus pertinente, le plus récente, le plus utilisée. Alors, mais si vous ne réussissez pas à identifier une échelle de mesure, ben, n'hésitez pas à poser quelques questions vous-même. Ce n'est pas pénalisant du tout, puisque vous êtes tous en train d'apprendre. Alors, si vous aimeriez bien mesurer votre variable par voie expérimentale, donc provoquer, manipuler, il faut réfléchir à une expérimentation. Sachant que pour votre dossier, il faut tous réfléchir à une expérimentation. Donc ça, c'est obligatoire, sachant que ça, c'est la méthode de recherche la plus utilisée en sciences de psychologie sociale. C'est pour cette raison-là, j'aimerais bien vous réfléchissez tous à une expérimentation.
Ensuite, la troisième question qu'on se pose, c'est que c'est un facteur intersujet ou intrasujet. Ça, je vais développer un peu plus bas. Okay. Quatrième question, quelle méthode de recherche à utiliser? Et là, on va rentrer dans la partie de méthode de recherche. Alors, normalement, si c'est un cours qui se passe en réel, je vais vous poser cette question. Quelle méthode de recherche vous connaissez? Il y en a ceux qui me disent l'enquête, il y en a ceux qui me disent questionnaire, entretien, observation, expérimentation. Voilà, tous sont très bien. Alors là, on va faire un focus sur deux méthodes, enquête et expérimentation, sachant que ce sont les deux méthodes de recherche les plus utilisées en psychologie sociale. Observation, c'est très intéressant, surtout pour les enfants. Donc, c'est très utilisé en psychologie et du développement, puisque les enfants, souvent, ils ne savent même pas lire. Ce sera un peu compliqué de leur faire passer un questionnaire. Et donc, les observer, c'est beaucoup plus facile, sachant que l'observation, ils ont une valeur écologique très forte. Parce que souvent, on essaie de venir en mode caché. Le moins on les influence, mieux c'est. Donc, la valeur écologique est très forte. Ça se passe vraiment dans les conditions réelles. On observe ce qui se passe réellement. Mais il y aura énormément de facteurs parasites. On ne pourrait pas contrôler. On ne peut rien contrôler. Donc ça, c'est les deux critères, en fait, qui nous disent les avantages et les inconvénients de chaque méthode de recherche. Souvent, c'est incompatible. D'un côté, c'est la valeur écologique est forte. Forcément, il y a beaucoup de variables parasites, on ne pourrait pas contrôler. D'un autre côté, on les contrôle au maximum. Donc, la situation de contrôle maximum, c'est la méthode expérimentation où on essaie de tout neutraliser, tout standardiser. On fait varier uniquement la variable indépendante pour observer son effet sur la variable dépendante. Mais ce sera un peu fake. C'est les conditions laboratoires, il perd sa valeur écologique. Inconciliable. Donc, un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Et idéalement, on va essayer de tester notre hypothèse avec plusieurs méthodes, c'est encore mieux. On fait d'abord passer des enquêtes et ensuite par des expérimentations. Pourquoi pas compléter par des observations. Là, c'est vraiment idéal. C'est au final les résultats obtenus de toutes les différentes méthodes de recherche arrivent, converger sur dans le même sens, alors que ce sera très costaud. Notre hypothèse seront vraiment validées par les différentes voies de recherche. Alors que là, on va concentrer plutôt sur les deux premières méthodes de recherche, enquête et expérimentation. Et l'enquête, la définition d'enquête, il s'agit d'une méthode interrogative. L'enquête permet de mesurer la perception et les attitudes que les individus ont des objets sociaux. Par les questions posées, l'enquêteur provoque une situation et met en enquêté en situation de verbalisation de leur point de vue, comportement ou connaissance, etc. Sachant qu'on distingue l'enquête par entretien et l'enquête par questionnaire. L'enquête par entretien, en règle générale, il s'agit d'une situation d'entretien face en face, mais il se peut que l'entretien se passe par téléphone. La consigne de départ permet de cadrer le thème abordé et c'est une méthode qui nécessite une formation, reformulation, demande clarification, miroir. Il y a beaucoup de techniques de conduite d'entretien. C'est un cours en soi que vous aurez peut-être en Master 1. Il y a une option, c'est les différentes techniques de conduite d'entretien. Pour faciliter le discours centré sur le thème abordé, il y a 3 types d'entretien. Directive, semi-directive et non-directive. Ça s'appelle aussi libre ou exploratoire. Alors, directive, ça ressemble plutôt à un questionnaire. Il s'appelle aussi entretien de contrôle où on pose toutes les questions. C'est comme si c'est un questionnaire, mais qui s'est posé de façon entretien, de façon face à face. Donc, et non directive, exploratoire, libre, c'est vraiment on invite la personne à s'exprimer librement, mais toujours au sein de le même thème apporté. Semi-directive, c'est quand même celui qu'on utilise le plus souvent. Donc on a certains thèmes, sous-thèmes, sous-dimensions de thèmes.
Imaginez que notre questionnaire porte sur la perception de transmission d'entreprise. Ça, c'est l'entretien que je suis en train de mener actuellement dans la fondation Transmission Lab. Au sein des dirigeants des entreprises. Donc le thème général, c'est la perception de transmission des entreprises. Donc il y a certaines sous-items. Hein. Par exemple, les critères sur les successeurs, leur plan de retraite, leur niveau de gouvernance de l'entreprise, les objectifs, certaines sous-thèmes. Okay, donc, ce n'est pas complètement libre, mais ni trop structuré non plus, c'est semi-directive. Il y a certaines questions posées, hein, souvent entre 4 et 6 thèmes. Donc, les gens sont amenés à s'exprimer librement, mais sous des sous-thèmes. Alors, pour vous, je ne vous encourage pas à utiliser la méthode d'entretien dans le cadre de votre dossier. Dans le cadre de votre dossier, je vous encourage de tous réfléchir à une expérimentation, mais je vous présente quand même les autres méthodes juste pour votre information. Alors, deuxième type d'enquête, c'est l'enquête par questionnaire. Donc, le questionnaire peut faire l'objet d'une situation de face à face, mais pas seulement sur papier, par exemple, ou sur Internet. Donc, tout simplement, je vous donne un lien, vous cliquez, vous allez répondre à toutes les questions. Les consignes de départ permettent de cadrer le thème apporté, pareil. Les questions sont établies à l'avance et l'ordre dans lequel on pose les questions sont toujours les mêmes. Alors, quels sont les risques majeurs de l'enquête, à votre avis? Là, vous voyez la réponse. L'influence de l'enquêteur, la mise en œuvre chez l'enquêté de stratégies connues par les psychologues sociaux, exemple la désirabilité sociale qui consiste à donner une image conforme à celle qui est attendue. Hein, ça, c'est inconscient, on cherche toujours à plaire, à répondre. Et c'est incontrôlable parce que tous les enquêteurs, ils arrivent à certaines hypothèses déjà en esprit, donc ils sont carrément en train de espérer, j'aimerais bien mon hypothèse soit validée, j'aimerais bien que ça marche. Et justement, ce genre de souhait, cette volonté en soi, même si on ne le prononce pas, ça crée un billet. C'est vraiment une procédure inconsciente, incontrôlable. Comment on peut contrôler notre désir? Mais le fait qu'on vienne avec ce genre de désir, bien qu'on essaie de garder un poker face, mais ce désir inconscient, ça influence. Et sachant que tous a cette volonté de plaire. Et aussi, la désirabilité sociale implique aussi qu'on cherche à donner une image positive de soi-même. Ça, c'est vraiment le facteur le plus embêtant dans la conduite d'entretien qu'on fait avec les dirigeants d'entreprise. Alors, tout est rose, tout est bien, tout est génial. On a tous réfléchi, on a tous anticipé, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais en réalité, quand on essaie d'approfondir un peu plus ou on essaie de mener l'entretien à 360 avec les personnes autour du dirigeant, on constate que c'est pas toujours rose. Il y a plein de problèmes. C'est pour ça il y a plein de techniques qu'on aimerait bien mettre en place justement pour éviter ce genre de problème. Déjà, dès le début, il faut garantir que c'est un entretien ou c'est un questionnaire anonyme et 100% confidentiels qui seront utilisés uniquement pour les usages scientifiques. Les résultats seront uniquement restitués de façon collective, traités de façon collective pour usage scientifique, publication scientifique. Et en plus, ils sont libres de demander une suppression de données quand ils veulent. Donc, il faut vraiment les rassurer dès le début. Voilà, c'est usage scientifique, restitution collective, absolument confidentiel et anonyme. Et dans ce cas-là, ça va neutraliser un peu ce biais de désirabilité sociale. Avantage, c'est plutôt sa valeur écologique, puisqu'on fait une investigation de la situation réelle, comparée justement à la méthode expérimentation où se trouve une condition de laboratoire. Et là, c'est un peu fake, en l'occurrence. Alors, l'expérimentation, la partie la plus importante pour vous. La définition de l'expérimentation, c'est de expérimenter, c'est d'intervenir activement pour réaliser les conditions nécessaires à la vérification d'hypothèses relatives aux causes et aux propriétés des phénomènes étudiés.
L'expérimentation constitue une simplification de la réalité. Il s'agit de construire les conditions nécessaires pour provoquer les comportements ou phénomènes attendus, dont la VI. Donc, chaque fois, on provoque uniquement la VI et on observe si les différentes modalités de la VI influencent différemment la VD. La VD, c'est ce qu'on observe. La VI, c'est ce qu'on provoque. Et on neutralise tous les autres facteurs susceptibles d'influencer ou de masquer le comportement ou le phénomène étudié, ce qu'on appelle la variable parasite. C'est ce qu'on cherche à neutraliser, mais c'est pas ce qu'on cherche à mesurer. Donc tout ce qu'on les mesure, mais pourtant qui ne sont pas les VI, on appelle ça les variables de contrôle. Donc la différence entre variable de contrôle et la variable parasite, c'est la variable de contrôle, c'est ce qu'on les mesure, on le contrôle de façon expérimentale, donc, ou dans le traitement de données statistiques, et on prend en considération toutes ces variables de contrôle. Alors que variable parasite, il y en a des milliers. On essaie de neutraliser, mais il y en a toujours certains facteurs qui se baladent dans l'air, qu'on n'arrive pas à contrôler. Si on observe un changement de comportement, alors on peut dire que le facteur manipulé, donc c'est ça la VI, a réussi à provoquer le comportement dont la VD. Il s'agit de procéder par comparaison. Chaque fois, il y a des comparaisons à faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on compare? On compare justement les différentes modalités de VI. Les mêmes individus sont placés dans deux conditions expérimentales différentes ou différents individus qui sont placés dans des conditions d'expérimentation différentes. Il s'agit de procéder par comparaison. Toujours comparer. Donc, qu'est-ce qu'on compare? On compare les différentes modalités de nos, peut-être il y en a plusieurs, VI et modérateur ou médiateur, mais là vous n'avez pas encore appris le médiateur. Il y a deux manières de comparer. Alors ça c'est super important. Soit à mesure répétée, donc, il y a deux manières. De comparer. Donc, soit par plan simple, soit par plan français à mesure répétée. Qu'est-ce que c'est plan à mesure répétée? Sachant que le plan à mesure répétée s'appelle aussi facteur intrasujet. En anglais, ce sera within subjects. Ou groupe appareillé. Tout ça, ce sont des synonymes. C'est toujours très important en psychologie, en recherche de connaître les synonymes, qu'on ne soit pas perdu. C'est quand on compare les... non. On parle de groupe appareillé lorsque tous les sujets passent toutes les conditions expérimentales. Donc là, le mot-clé, c'est tous, vraiment tout le monde, et tous. La comparaison s'effectue en un même groupe de participants qui se prêtent à toutes les modalités de la VI. Autrement dire, lorsque tous les sujets subissent toutes les modalités de VI. Okay? Et en tous les plans que vous connaissez, avant, après, dans un, dans deux, toutes les études longitudinales, il s'agit de plans à mesure répétée. Par exemple, si j'aimerais bien étudier l'impact sport
sur le bien-être. Donc le bien-être, c'est une variable quantitative que j'aimerais bien mesurer par un questionnaire. Donc le sport, donc j'aimerais bien comparer ceux qui pratiquent du sport et ceux qui ne pratiquent pas du sport. Est-ce qu'il y a une différence de leur niveau de bien-être? Mon hypothèse sera, ceux qui pratiquent du sport, leur niveau de bien-être sera significativement plus élevé par rapport à ceux qui ne pratiquent pas du sport. Donc, il y a deux manières de comparer les deux groupes, ceux qui pratiquent du sport, ceux qui ne pratiquent pas de sport. Donc, plan à mesure répétée, c'est le même groupe de personnes. Donc, je vais recruter, imaginons, 10 personnes. Donc, j'ai Mac, Marie-Sophie, Alexandra, Léa, Jean, Kevin, Jessica, qui d'autre, Luc et Lucas. Donc, j'ai 10 personnes. Donc, c'est les 10 personnes. Donc, d'abord, pendant 3 semaines, je leur donnais une consigne. C'est interdit de pratiquer du sport. Donc, pendant 3 semaines, ils ne vont pas pratiquer sport genre, du tout. Et à la fin, je vais leur faire passer un questionnaire sur leur niveau de bien-être. Donc, imaginons que c'est 10 questions. Et là, j'ai le résultat de bien-être. Et ensuite, le même 10 personnes, Léa, Mac, Jean, Alexandra, Marie-Sophie, et je vais leur faire passer, je vais leur demander de tous les jours pratiquer du sport pendant 3 semaines, donc tous les jours 1 heure, ok, tous les jours 1 heure, et pour standardiser, pour neutraliser les variables parasites, il faut que ces 10 personnes pratiquent le même sport, il faut qu'ils fassent tous des tapis ou ils fassent tous des natation pendant 1 heure, le soir à 18 heures, tous, pendant 3 semaines. Et à la fin, je leur fais passer le même questionnaire, le même, ok, qui évalue leur niveau de bien-être. Et là, je vais comparer justement, est-ce qu'il y a une différence significative entre la mesure de bien-être au temps 1 et au temps 2? C'est oui, mon hypothèse est validée, mais sachant que c'est le même groupe de personnes qui a subi deux conditions expérimentales différentes. Alors qu'il y a une deuxième manière de comparer, c'est tout simplement, je vais créer 2 groupes. Voilà, donc pour un groupe 1 et groupe 2. Et ce sont 2 groupes indépendants. Indépendants dans le sens que c'est les 2 groupes de personnes différentes. Donc, un premier groupe, 10 personnes. J'ai Jean, Marc, Léa, Alexandra. Et tout. Deuxième groupe, une autre 10 personnes. Lisa, Isabelle. Donc, c'est 20 personnes, 10 personnes et 10 personnes différentes. Donc, pour le premier groupe de personnes, je leur demandais de pratiquer le sport pendant 3 semaines. Et pour le deuxième groupe, parallèlement, je leur demandais de ne pas pratiquer du sport du tout pendant 3 semaines. Et ensuite, je fais passer le même questionnaire pour groupe 1 et groupe 2. Et je vais évaluer le score de ces 2 groupes à niveau de estime de soi, de bien-être. Est-ce qu'il y a une différence significative ou non? Ok, donc là, le plan simple, on appelle ça un plan simple ou facteur inter-sujet. En anglais, ce sera in between subject ou groupe indépendant. Tout ça, ce sont des synonymes. Hop. On compare des groupes d'individus différents. Donc, le mot-clé, c'est groupe d'individus différents. Chaque groupe comporte des individus différents. Chacun étant placé dans une seule condition expérimentale différente. Okay. Un plan d'expérience IT groupe indépendant lorsque les mesures sont prises sur autant de groupes qu'il y a de modalités à la variable. Autrement dire, dans un plan à groupe indépendant, un groupe de sujets ne passe qu'une des modalités de la variable indépendante et ne passe qu'une partie de l'expérience. On pourrait comprendre ça comme ça. Alors, quels sont les avantages et l'inconvénient? Groupe indépendant ou plan simple. L'avantage. Parfois, c'est uniquement possible pour groupe indépendant. Par exemple, le genre, ce sera uniquement possible pour groupe indépendant. Donc, soit vous êtes femme, soit vous êtes homme.
hein. On ne peut pas réfléchir à un plan appareillé pour la variable sexe. Vous ne pouvez pas être à la fois homme et femme. Donc le facteur sexe, ce sera forcément un facteur intersujet, forcément. Tout simplement, vous ne pouvez pas être femme et homme dans deux dents différents. Non. Et absence de l'inconvénient lié au plan à mesure répétée. Quels sont les inconvénients à plan mesure répétée? Plein. L'effet d'apprentissage, l'effet de fatigue, l'effet d'ordre, plus facilement de deviner l'objectif d'expérimentation. Groupe appareillé, c'est-à-dire qu'on le fait faire la même tâche deux fois. Je fais passer le même questionnaire de bien-être deux fois. Ils vont peut-être réfléchir, ok, peut-être expérimentateur aimerait bien tester ça. Donc une fois, on a deviné l'objectif de l'expérimentation. Inconsciemment, on va toujours essayer d'aller dans le sens de l'expérimentation. Donc ça, c'est la désirabilité sociale où on a du mal à contrôler. Et l'effet d'apprentissage, on commence à mieux comprendre. Voilà, effet de fatigue. Si les deux conditions se placer dans un temps assez rapide, c'est fatigant de passer plusieurs conditions. Et il y a l'effet d'ordre. Est-ce qu'on passe la première condition, d'abord le sport, ou d'abord pas de sport, ou d'abord pas de sport, d'abord pas de sport? Il y a une différence. Donc tout ça, l'effet d'apprentissage, effet de fatigue, effet d'ordre, deviner l'objet d'expérimentation, tout ça, ces inconvénients, il n'y en a pas pour le plan simple pour les groupes indépendants parce que tout simplement chaque personne passe une seule condition expérimentale. Voilà. Alors, quels sont les inconvénients de groupes indépendants? Déjà, ça demande plus de participants. Alors, pour le groupe appareillé, ça suffit 10 personnes qui subissent les différentes conditions expérimentales. Alors que pour le plan simple, on a besoin 20 ou même 30, 40, parce que chaque groupe, il faut qu'il ait un minimum 10, 20 ou 30 ou 50 participants. Donc, on a besoin plus de personnes. Et aussi, l'inconvénient majeur, c'est on a du mal à garantir hétérogénéité intergroupe. Okay. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, imaginons, on a deux groupes. D'un groupe, on leur demandait de pratiquer du sport et un autre groupe, on leur demandait de ne pas pratiquer du sport. Mais si ça se trouve, toutes les personnes qui sont placées dans le groupe de pratique du sport, ce sont des gens qui sont déjà très satisfaits de leur vie, qui ont déjà un niveau de bien-être assez important. Alors que ceux qui sont placés dans la condition ne pratiquent pas de sport, ils ont déjà un niveau de bien-être assez faible, donc qui sont liés à leur raison personnelle. Alors que là, il y a un problème d'hétérogénéité intergroupée, de différence. C'est-à-dire que notre hypothèse ne sera pas due aux pratiques de sport, mais c'est dû aux différences inhérentes. La différence existante déjà entre le groupe 1 et le groupe 2. Là, il y a plusieurs méthodes pour essayer de garantir la générosité, homogénéité intergroupe. Par exemple, on essayait d'avoir un échantillon relativement large, relativement représentatif, avec une méthode d'échantillonnage aléatoire, et pour contrebalancer l'effet de hétérogénéité, mais sachant qu'il y a toujours des biais existants. C'est bien qu'on a beaucoup de méthodes pour contrebalancer ça. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 1 de groupe indépendant. Alors, groupe appareillé, l'avantage, c'est évident. C'est homogénéité, puisqu'il s'agit de même personne. Forcément, c'est homogène, puisque c'est le même groupe de personnes. On ne peut pas changer à nous-mêmes. Et aussi, il y a moins de participants. Aussi. Donc tout ça, c'est un avantage, mais il y a l'effet d'apprentissage, l'effet de fatigue. Donc chaque méthode a son avantage et son inconvénient. Donc c'est à nous, l'expérimentateur, de choisir lequel apprendre. Alors, pour le cadre de votre dossier, je vous demande de tous choisir le plan simple, c'est-à-dire facteur intersujet, in-between subject, groupe indépendant. Pourquoi? Parce que c'est le plus utilisé et c'est le plus facile. OK? Et vous allez tous vous mettre sur plan simple. Parce que c'est simple. Alright?
Le nombre de conditions expérimentales se définit par rapport au nombre de modalités de la VI ou de le produit de plusieurs VI intersujets. Ok, ça, on va voir ça un peu plus bas. Limite, l'inconvénient de la méthode expérimentale, évidemment, c'est le problème de validité écologique. Ce qui se passe dans le laboratoire ne se traduit pas forcément par ce qui se passe réellement dans la vie réelle. Il y a l'effet de expérimentateur, c'est l'effet que l'expérimentateur souhaite que ça marche, espère que ça marche. Processus inconscient ou non, biais qui affecte le résultat, qui va dans le sens de l'attente expérimentateur. Donc ça, c'est les deux biais principaux de méthode expérimentale. Alors, j'aimerais bien justement on fasse un exercice, donc je vous invite vivement de réfléchir avec moi. Là, je vais vous donner un exemple réel, c'est une étude expérimentale qui a été réalisée par Chung et Lin Jingquizi en 2006. C'est une vraie étude qui teste l'hypothèse. On prédit que la moralité influence de façon significative la perception psychologique de propreté, dans le sens où la moralité sera psychologiquement associée au concept de propreté, tandis que l'immoralité sera liée à la saleté. Et maintenant, vous allez me dire quelle est la VI, quelle est la VT. Ce sont deux variables qualitatives ou quantitatives, ou une quanti. Et si c'est une variable qualitative, il y a combien de modalités et quelles sont les modalités? Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, comment on peut tester cette hypothèse? Donc vous allez maintenant réfléchir, je vous invite vivement de réfléchir avec moi, comment on peut tester cette hypothèse? Quelle expérimentation vous pourriez mettre en place? Ok, donc réfléchissez et on va revenir